Bienvenue à tous. Heureux de vous retrouver dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Haiphong. Je suis accompagné de l'analyste géopolitique et animateur de The Duran, Alexander Mercoris, ainsi que de l'animateur de 21st Century Wire, journaliste indépendant et analyste géopolitique, Patrick Henningsen. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci pour un plaisir d'être ici. Et comme métier à nous avec Patrick Tis, a Warshore. Bien sûr. Incroyable. Oui, je suis très heureux de vous avoir tous les deux, car nous faisons ces mises à jour quotidiennes sur la guerre contre l'Iran et bien sûr sur la riposte historique qui s'est intensifiée de manière spectaculaire au cours des dernières 24 heures. Je voulais aller droit au but. Alors que Donald Trump affirme que les États-Unis ont remporté cette guerre, maintenant que nous entrons ou approchons de la deuxième semaine de l'agression américano-israélienne, nous assistons à une escalade dramatique. Les prix du pétrole augmentent. Ils sont revenus à $100 le baril, car non seulement le détroit d'Ormuz est fermé, mais l'Iran vient de frapper un pétrolier affilié aux États-Unis. Je peux afficher la vidéo que l'Iran a publiée à ce sujet dans le Golfe Persique. La voici. D'après les rapports, cela a été fait, je ne sais pas, par des drones sous-marins ou de surface. Mais cela a été mené à bien grâce à leur technologie de drone. C'était très rapide, fulgurant même. C'est l'un des deux pétroliers qui ont été touchés. Nous savons également que le détroit d'Ormuz est fermé, ce qui a causé de nombreux problèmes. Sans parler du fait que ce que nous avons ici constitue une preuve de ce que je rapportais. Malgré la libération de toutes ces réserves, les États-Unis ont libéré, je crois, plus de 100 millions de barils de leurs réserves, et 32 pays de l'AIURA en ont libéré des centaines de millions supplémentaires. Cela n'a rien fait pour empêcher la hausse des prix. Et l'Iran a promis qu'ils atteindraient $200 le baril, ce qui, bien sûr, est tout simplement intenable. Alors Patrick, commençons par vous. Quelle est votre réaction face à cette dernière escalade et à ce qui s'est passé avant cela? Bien sûr. Merci Danny. Ravi d'être avec toi. Concernant la question du pétrole, je pense qu'une grande partie de la pression que l'on observe actuellement sur les prix vient des marchés à terme. C'est donc une pression psychologique. C'est de l'émotion. Ce sont des gens inquiets de ce qui va se passer dans 2 semaines ou dans un mois. Mais malgré tout, plus longtemps ce détroit restera inutilisable, plus ce chiffre continuera d'augmenter. Les réserves qu'ils vont libérer, écoute, 400 millions de barils de pétrole, ça semble beaucoup, mais le manque à gagner dû à la fermeture du détroit d'Ormuz est d'environ 8 millions de barils par jour. Cela représente donc environ 50 jours de couverture que ce type de libération permettrait d'assurer. C'est de cela qu'ils parlent aux États-Unis. Ils célèbrent cette annonce de l'Agence internationale de l'énergie comme si c'était une sorte de manne tombée du ciel. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, c'est une situation désespérée, car on veut à tout prix éviter d'avoir à puiser dans les réserves stratégiques. Je veux dire, les États-Unis n'ont même pas reconstitué les réserves stratégiques qu'ils ont utilisées pendant l'administration Biden, afin que Biden puisse faire baisser le prix de l'essence pendant la période électorale, ce qui est insensé. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc tout cela se déroule en même temps. Il se passe toutes sortes de choses sur les marchés pétroliers internationaux qui, à mon avis, sont très révélatrices, comme le fait que les États-Unis assouplissent les sanctions contre la Russie, par exemple, avec les ventes à l'Inde, et ainsi de suite. Mais ce qui est vraiment extraordinaire dans tout cela, et je vais conclure là-dessus, c'est que les États-Unis tentent, croyez-le ou non, de proposer aux Chinois que compte tenu de la baisse des exportations de pétrole en provenance du Golfe Persique, ils pourraient envisager d'acheter du pétrole et du GNL américain, bien sûr à un prix majoré.
Autrement dit, le golfe Persique devient, le détroit d'Ormuz devient, le gazoduc Nord Stream à ce stade. C'est le même type de logique. Ils veulent non pas désindustrialiser la Chine, mais la placer dans une sorte d'étau énergétique, comme ils l'ont déjà fait avec l'Allemagne par exemple, et avec l'Europe en général. Je ne pense pas que ça passera du tout à Pékin. Mais on retrouve la même situation avec la Corée du Sud, la même avec le Japon. Donc si c'est ce que les stratèges de Washington imaginent, que cela fait partie d'un grand plan géostratégique en 5D, je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Je ne pense pas que ça se passera très bien. Eh bien, Alexander, je veux t'impliquer ici. Et je veux simplement m'assurer que le public sache que Donald Trump, malgré ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, le golfe Persique et les marchés pétroliers, et cette énorme escalade dans la guerre, affirme, et je me demande si tu penses qu'il s'agit en quelque sorte d'un geste de panique, que Donald Trump déclare en quelque sorte déjà la victoire. Voici ce qu'il a dit. Est-ce une bonne chose? Eh bien, ce n'est bien que si vous gagnez, vous savez. Vous ne pouvez le faire que si vous gagnez, et nous avons gagné. Laissez-moi vous dire, nous avons gagné. On n'aime jamais dire trop tôt qu'on a gagné, mais nous avons gagné. Nous avons remporté le pari. Dès la première heure, c'était terminé. Ils m'ont donné une liste de noms venant des généraux. Monsieur, vous pouvez choisir le nom que vous voulez, monsieur. J'ai dit, le nom de quoi? Le nom de l'attaque contre l'Iran, monsieur. Et ils m'ont donné, disons, une vingtaine de noms. Je commençais à m'endormir. Je n'aimais aucun d'eux. Puis j'ai vu Epic Fury. J'ai dit, j'aime ce nom. J'aime ce nom. Alors, Alexandre, il parle du nom de l'opération qui a commencé il y a presque 2 semaines. Et maintenant nous en sommes là. Et il dit que nous avons gagné. Que penses-tu de ces déclarations, compte tenu du contexte que nous avons exposé ici? Eh bien, c'est une pure fantaisie. C'est le genre de déclaration qu'il fait, et je veux dire, plus cela continue, plus les prix augmentent, et les prix vont continuer à grimper tant que cela durera. Plus il fait de déclarations de ce genre, plus sa crédibilité commence à s'effondrer. Si les États-Unis avaient remporté cette bataille dès la première heure, alors pourquoi l'Iran se bat-il encore? C'est évidemment et complètement absurde, et je pense que c'est de la panique. Je pense qu'il se rend compte que la situation lui échappe. Je pense qu'on s'attendait à ce que les Iraniens cèdent beaucoup plus vite qu'ils ne l'ont fait. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une perturbation aussi massive des marchés mondiaux de l'énergie. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick, il pourrait en fait être intéressant de voir ce que dit l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, à propos de la situation. Ils ont passé de la question du relâchement. Ils disent que la guerre au Moyen-Orient provoque la plus grande perturbation d'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier. Les flux d'environ 20 millions de barils par jour de brut et de produits transitant par le détroit d'Ormuz se sont réduits à un filet. Ensuite, ils ajoutent que la libération coordonnée des stocks d'urgence, c'est ce dont Patrick parlait, constitue une réserve importante et bienvenue. Mais en l'absence d'une résolution rapide du conflit, cela reste une mesure provisoire. Et il précise que, quoi qu'il en soit, le point crucial est la durée de la perturbation du transport maritime à travers le détroit d'Ormuz. Cela rejoint donc directement ce que disait Patrick. En fin de compte, Donald Trump peut dire ce qu'il veut, mais c'est la réalité. Oui. Et Patrick, il ne s'agit pas seulement du golfe Persique où nous voyons ces images. Il y a des rapports, enfin bien sûr nous savons maintenant qu'il y a des rapports concernant 3 navires, dont l'un serait lié à 3 autres navires dans le détroit d'Ormuz, qui ont également été touchés. Et l'Iran n'a pas caché
la manière dont il contrôle le flux du trafic. Al Jazeera affirme que jusqu'à 6 navires ont été attaqués jusqu'à présent par des vedettes drones iraniennes. Et il mentionne des mines marines, bien que nous ayons entendu très peu de confirmations à ce sujet de la part des Iraniens eux-mêmes. Mais cela devient une vaste campagne économique dans cette guerre, qui vient compléter la campagne militaire de l'Iran. Je suis donc curieux de savoir ce que vous pensez de toute cette situation dans son ensemble. Car je dois dire que je suis un peu perdu face aux différences entre la rhétorique de l'administration américaine et la réalité. Bien sûr. Je veux dire, tout d'abord, je vais commencer par Trump, affirmant que les États-Unis ont déjà gagné la guerre ou qu'ils ont affaibli les défenses de l'Iran à un point tel qu'il est sans défense et désespéré. L'Iran a lancé hier sa 37e salve de missiles, et d'après tous les rapports, c'était la plus importante en termes de volume des missiles frappant des cibles américaines et israéliennes. Alors, comment est-ce possible? Si les États-Unis ont affaibli leur capacité de lancement de missiles, détruit tous leurs lanceurs, comme Hegseth, Trump et d'autres ne cessent de le répéter, comment cela peut-il être possible? Il est donc clair que ce n'est pas le cas. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, même s'il s'agit d'un conflit différent, une guerre différente de celle entre l'Ukraine et la Russie, il faut se souvenir que depuis 3 ans maintenant, on nous répète jour après jour, par l'ensemble des médias occidentaux, par tous les responsables politiques occidentaux en Europe et aux États-Unis, que la Russie était au bord de l'effondrement, que l'armée russe était une force épuisée, que les Russes n'avaient plus de munitions, qu'ils combattaient avec des pelles, que la Russie avait perdu des millions d'hommes, tandis que l'Ukraine n'avait perdu personne, et qu'il ne fallait que quelques semaines de plus pour renverser la situation, que Moscou allait s'effondrer, que Poutine se cachait, qu'il mourait d'un cancer, et ainsi de suite. Nous avions tout. Et devinez quoi? C'était exactement le contraire. J'en déduis donc que nous sommes actuellement plongés dans une guerre de l'information très intense entre Washington et Tel Aviv. Et je supposerais qu'une grande partie de ce que nous avons vu, en termes de déclarations du Pentagone ou de l'administration Trump sur leur succès, est largement exagérée si l'on prend l'Ukraine et la Russie comme point de comparaison, comme référence. Je parierais dans ce sens. Et si c'est le cas, alors un réveil brutal nous attend à un moment donné dans un avenir proche. Cela ne veut pas dire que l'Iran n'a pas subi de lourdes pertes. Militairement, j'en suis sûr, dans plusieurs branches. La marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, les milices aussi, les Bassidji, mais sur le plan militaire. Cela pourrait être exagéré par rapport aux affirmations des États-Unis. Mettons donc ça sur la table aussi. Maintenant, ce qui est intéressant, Alexandre a mentionné l'AEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les médias iraniens viennent de publier un rapport contenant des documents divulgués montrant que l'AEA, et en particulier son directeur, Rafael Grossi, avait pleinement coordonné avec... Enfin, cela avait déjà été révélé plus tôt, mais ces documents montrent qu'il coordonnait avec les Israéliens, et cela est connu depuis un certain temps. Cela signifie donc essentiellement qu'on peut écarter toute négociation future concernant le programme nucléaire, à mon avis. On peut donc considérer que cette option n'est plus sur la table. Alors, que nous reste-t-il maintenant? Du point de vue des États-Unis, il reste le changement de régime ainsi que le programme de missiles balistiques. Ce sont donc les 3 principaux piliers que les États-Unis invoquent comme justification de cette guerre dès le départ. Et puis il y a les aveux de responsables américains comme Rubio et d'autres, selon lesquels les Israéliens agissaient unilatéralement et que les États-Unis devaient les suivre. Je dirais que si c'est le cas, alors les États-Unis n'ont aucune capacité à contenir Israël, tout en étant obligés de le suivre dans un conflit.
C'est à mon avis un changement majeur en matière de géopolitique, de politique des grandes puissances. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas une superpuissance militaire. Ils sont la superpuissance militaire par excellence. Cela ne veut pas non plus dire qu'ils ne sont pas une superpuissance économique. Ils sont la superpuissance économique par excellence, avec le dollar comme monnaie de réserve mondiale et l'influence qui en découle. Cependant, d'un point de vue politique, qui détient réellement le plus de pouvoir? Il semble que, politiquement, lorsqu'il s'agit d'influencer les actions, la politique et la direction que les États-Unis vont prendre, du moins à court terme, et d'utiliser cette immense machine militaire qu'ils possèdent, Israël dispose d'un levier sur les États-Unis. Je pense qu'à ce stade, c'est indéniable. Donc, si c'est le cas, ça change vraiment la donne en ce qui concerne la manière dont nous analysons ce type de situation. C'est un terrain nouveau. Je veux dire, peut-être que c'était déjà le cas auparavant avec l'administration Bush, la cabale néoconservatrice qui a orienté la politique américaine dans les années 1990, à la veille du 11 septembre et après. Mais aujourd'hui, c'est fait d'une manière tellement ouverte. Et cela est reconnu, pour le meilleur ou pour le pire, par le secrétaire d'État et la Maison-Blanche. Donc pour moi, politiquement parlant, c'est un nouveau territoire et une nouvelle conversation dans laquelle nous entrons ici. Et il sera très intéressant de voir comment cela va se concrétiser sur le plan de la politique américaine. Nous observons, je pense, un nombre record de personnes remettant en question la relation spéciale entre Israël et les États-Unis. C'est une discussion qui se déroule beaucoup plus ouvertement qu'elle ne l'a jamais fait auparavant de mon vivant. Et je pense personnellement que c'est significatif. J'espère que ça se traduira par quelque chose de productif en termes de résultats, une désescalade dans ce cas, et peut-être un léger changement plus large sur le plan géopolitique, dans la vision du monde des États-Unis et dans leur économie politique. Oui. Excellents arguments, Patrick. Et tu sais, Alexander, ce que disait Patrick mène à ce qui semble être un train lancé à toute vitesse ici. Quand tu as mentionné que le changement de régime était peut-être l'une des rares options encore sur la table, eh bien, il semble que l'Iran ait enlevé cette option de la table à bien des égards. Parce qu'ici, nous avons le nouvel ayatollah, le guide suprême de l'Iran, Mostafa Khamenei, qui a prononcé ses premières déclarations publiques depuis son élection à ce poste. Et la grande nouvelle de ces déclarations, c'est qu'il a réaffirmé que le détroit d'Ormuz resterait fermé, qu'ils allaient continuer à cibler les bases américaines, et il a exhorté les amis et voisins de la région, ces pays entourant l'Iran, à se débarrasser de ces bases. Et donc, au milieu de tout cela, on voit maintenant des articles dans le Wall Street Journal affirmant que, compte tenu des répercussions mondiales qu'aurait la fermeture du détroit d'Ormuz, certains analystes militaires, proches du Pentagone, proches de Washington, suggèrent qu'il pourrait être nécessaire de lancer une opération terrestre pour s'emparer du littoral iranien et le rouvrir. On a donc l'impression d'un train fou lancé à toute vitesse, Alexander. Quelle est votre réaction à cela? Cela semble déjà être une catastrophe en préparation. Eh bien, je l'aurais pensé aussi. Je veux dire, une opération militaire visant à s'emparer du littoral iranien, j'imagine, nécessiterait une force américaine très très importante, très nombreuse. Et quiconque connaît la géographie de l'Iran, quiconque connaît le relief de certaines parties du littoral, la région par exemple autour du détroit d'Ormuz, sait qu'elle est rocheuse, vallonnée et difficile à contrôler. En d'autres termes, c'est une guerre terrestre. C'est précisément ce que les États-Unis ont répété ne pas vouloir. C'est ce qui est impopulaire aux États-Unis. Et bien sûr, cela contredit complètement le message actuel de Donald Trump, selon lequel la victoire a déjà été remportée.
current message, which is that victory has already been achieved. So I think that is a disastrous plan. And I wonder whether Je pense donc que c'est un plan désastreux, et je me demande si politiquement il est même possible. Mais cela nous ramène à un autre point, celui de l'ayatollah Khamenei, aujourd'hui guide suprême, qui affirme que le détroit d'Ormuz doit rester fermé, car une opération militaire, une opération terrestre, serait incroyablement difficile si le changement de régime ne devait pas avoir lieu. Et il y a aujourd'hui un grand article dans The Guardian indiquant que des responsables israéliens de la sécurité et du renseignement expliquent qu'ils ne croient plus qu'un changement de régime en Iran soit possible, estimant que le gouvernement y semble parfaitement stable et totalement maître de la situation. Eh bien, compte tenu de toutes ces options, il commence à sembler que nous sommes au bord d'une crise majeure sans issue certaine, et que la position même du président devient de plus en plus précaire à mesure que la situation se prolonge. Soit il se retient et poursuit les opérations telles que nous les voyons actuellement, tandis que l'armée américaine commence à épuiser ses stocks de missiles, les Iraniens continuant leurs frappes et les prix du pétrole poursuivant leur hausse, ce qui, en soi, affaiblira sa position politique. Soit il entame des négociations avec les Iraniens à partir d'une position extrêmement faible, très différente de celle qu'il occupait il y a 2 semaines. Soit il commence à prendre des risques considérables avec des opérations terrestres et d'autres actions de ce genre, ce qui, je dois le dire, aurait des conséquences impensables pour les États-Unis et pour lui personnellement. Oui, Patrick. Tes commentaires sur une possible opération terrestre, alors que nous observons ces développements dans leur contexte plus large, me rappellent à quel point, encore et encore, l'administration Trump semble se coincer elle-même dans une logique menant à une escalade toujours plus désastreuse. Et ici, l'option du Venezuela n'existe pas. Ils n'ont pas cette opportunité. Ils ne vont pas fondre sur place pour enlever Moshe. Ils ont déjà tué l'ayatollah Ali Khamenei. C'est fini. Il n'y a plus de sortie rapide de ce genre. Donc nous avons déjà des discussions, enfin ça fait plusieurs jours, presque une semaine maintenant, sur une éventuelle invasion terrestre. Mais à présent, ils se concentrent spécifiquement sur la question du détroit d'Ormuz, en grande partie, je pense, à cause de la panique. Quelle est ta réaction face à cette réalité possible, voire imminente, à laquelle cet empire en plein chaos est confronté en ce moment? Bien sûr. Je dirais que toute opération terrestre est, d'un point de vue stratégique, un véritable cauchemar, extrêmement problématique. Une incursion côtière de type débarquement du jour J, par exemple, te met dos au mur. L'Iran a l'avantage du terrain, surtout avec la topographie et le relief autour du détroit d'Ormuz, comme le disait Alexander. Mais au-delà de ça, établir des camps et maintenir des lignes d'approvisionnement en profondeur sur le territoire iranien poserait un énorme problème. Tous les camps seraient la cible d'attaques de drones et de missiles à l'intérieur de l'Iran. C'est inévitable. Et cela sans même parler des difficultés qu'ils rencontreraient en affrontant les forces iraniennes au sol. Et les forces spéciales et les forces Al-Quds iraniennes sont des unités de combat redoutables, comme elles l'ont prouvé lors de la bataille contre l'État islamique, ce que beaucoup de gens oublient, dirigées par, devinez qui, le général Qassem Soleimani, que Trump a fait assassiner en janvier 2020. Mais je pense que toute action terrestre des États-Unis devrait s'accompagner d'un certain objectif. Le plus évident, du point de vue américain, est qu'ils subissent actuellement une forte pression et que cette pression ne fera qu'augmenter pour les pousser à faire quelque chose qui contribuerait à rouvrir le détroit d'Ormuz ou à permettre l'escorte de pétroliers à travers cette voie maritime. Donc, tout ce qui est en deçà de cela, à mon avis, va poser problème et n'apportera pas grand-chose.
Donald Trump accorde beaucoup d'importance à l'image, d'accord? Et rien ne symbolise mieux l'image que la marine et les opérations navales. Si vous regardez bien, les États-Unis ont maintenu leurs forces navales à distance, assez loin de l'Iran, relativement parlant. Et leur base de soutien, là où la 5e flotte était stationnée, la base de Bahreïn, est à mon avis plus ou moins inutilisable et peut-être même pas entièrement dotée en personnel à ce stade. Et les autres bases qui pourraient soutenir une quelconque action navale des États-Unis ne sont pas opérationnelles dans le Golfe, du moins pas au même niveau qu'avant le début de ce conflit. Les déclarations du secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, sont donc très révélatrices, car il est soumis à la pression des médias américains, très mobilisés sur cette question, qui lui demande si la marine américaine sera en mesure d'escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz. Il a répondu que cela pourrait se produire bientôt, mais pas pour le moment. Probablement d'ici la fin du mois, a-t-il déclaré récemment lors d'une interview avec l'un des grands réseaux américains. Donc, cela nous amène à la fin du mois de mars. Alors, que va-t-il se passer sur les marchés pétroliers d'ici là? Regarde le calendrier, Patrick. La pression serait immense à ce moment-là sur l'administration Trump pour mettre un terme à cette situation. D'ici la fin du mois, on verra sans aucun doute les contrats à terme dépasser les $150 le baril. Et qu'est-ce que cela va signifier en termes de pression inflationniste? En ce moment, dans le sud de la Californie, on est à environ $5,40 le gallon. D'accord, c'est à San Diego et à Los Angeles, $5,40. En Arizona, on est autour de $4 le gallon. Donc sur la côte ouest des États-Unis, c'est très cher, moins cher sur la côte est, pour des raisons évidentes liées aux chaînes d'approvisionnement et à la disponibilité. Mais malgré tout, à travers le pays, c'est une sacrée pression. Donc je ne pense pas qu'ils vont réussir à s'en sortir en utilisant la marine américaine pour escorter. Le minage du détroit d'Ormuz et tous ces autres facteurs contribuent à la conclusion finale, à savoir que c'est un problème très difficile à résoudre pour les États-Unis en ce moment. Et s'ils essaient de le faire par la force brute, la puissance aérienne américaine continuant à frapper et traquer les actifs navals iraniens, je ne pense pas que ce soit aussi simple. Je ne pense vraiment pas que ce soit aussi simple. Et ils ont aussi d'autres problèmes à gérer, notamment en ce qui concerne Israël et la gestion des salves qui frappent Tel Aviv, ainsi que d'autres installations américaines dans la région. Alors écoutez, c'est extrêmement complexe. C'est une grande victoire pour l'Iran, car ce que l'Iran a fait ici, de manière très habile, c'est d'amener le conflit sur la scène mondiale. L'Iran a porté le conflit au monde entier. Ils ne sont ni isolés, ni acculés. De ce point de vue, ils ont subi de lourdes pertes et payé un prix énorme pour ce qu'ils tentent de faire, à savoir, au bout du compte, expulser les États-Unis de la région, ou du moins du Golfe Persique. Je pense que l'histoire reviendra sur cet épisode. Mais y parvenir ne sera ni facile ni agréable pour quiconque est impliqué. Oui, oui. Et Alexander, je veux t'impliquer dans la discussion. Nous allons certainement parler des implications régionales et mondiales. L'Iran avait promis une guerre régionale s'il était attaqué, et nous y voilà. Je veux dire, même aujourd'hui, l'Iran, malgré l'opération qu'il mène dans le détroit d'Ormuz et bien sûr toutes les frappes de missiles, je crois qu'ils en sont à 40 au moment où nous parlons. Ils continuent de frapper des installations, de viser des actifs dans la région. À Abu Dhabi, ils ont récemment pris pour cible une installation aux Émirats arabes unis abritant du personnel militaire américain. Donc tu vois, cela continue, Alexander. Quelle est ta réaction à ce que Patrick a dit et aussi à ce qui semble être une catastrophe en cascade en train de se produire?
Eh bien, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, toute opération militaire visant à s'emparer du littoral iranien, ce type d'opération terrestre, prendrait bien plus de temps que jusqu'à la fin mars pour être préparée. La logistique nécessaire pour la mener à bien n'existe tout simplement pas à l'heure actuelle. De nombreuses bases américaines dans la région ont été abandonnées ou lourdement attaquées. Les chaînes logistiques permettant d'approvisionner les troupes américaines n'existent tout simplement pas. Déployer la flotte américaine pour débloquer le détroit d'Ormuz signifierait envoyer des navires de guerre en zone de danger, dans des zones potentiellement minées, où les Iraniens peuvent les frapper avec des drones, des missiles, toutes sortes d'armes. À certains endroits, on parle d'une distance d'à peine 20 km du littoral iranien, donc même l'artillerie conventionnelle pourrait les atteindre. Cela me semble être une opération extrêmement complexe, très difficile et très risquée. Et je me demande même si la planification nécessaire pour la préparer existe réellement. J'aurais pensé que, compte tenu de la manière dont l'armée américaine fonctionne habituellement, en préparant ses opérations pendant de nombreux mois, le calendrier dont on parle, à savoir la fin mars, paraît d'un optimisme démesuré, voire irréalisable. Maintenant, Chris Wright est, si je comprends bien, le secrétaire à l'énergie des États-Unis. Je soupçonne qu'il évoque une opération d'ici la fin mars, afin de tenter de rassurer les marchés de l'énergie, en leur disant « Regardez, nous allons rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici la fin du mois. » Tenez encore un peu plus longtemps. D'ici la fin mars, d'ici la fin de ce mois, ce problème sera résolu. Il a déjà, je le crains, montré qu'il était prêt à dire des choses, ou a dit des choses qui se sont révélées complètement fausses. Je crois que c'est lui qui a récemment tweeté, puis supprimé, un message affirmant qu'un pétrolier avait en réalité été escorté à travers le détroit d'Ormuz par un navire de guerre américain. Je ne pense donc pas qu'il ait beaucoup de crédibilité à présent. Pour le moment, il y a beaucoup de personnes différentes qui interviennent sur les marchés. Beaucoup d'entre elles spéculent. Elles ne savent pas dans quelle direction cela va aller. Peut-être que ces paroles rassurantes calmeront les gens pour une journée en particulier. Mais plus ces types de garanties se prolongent et moins il semble qu'elles se traduisent par de réels flux d'énergie, plus il est probable que l'on assiste à un effondrement de la crédibilité sur les marchés. Si vous perdez la crédibilité sur les marchés, je peux l'affirmer sans hésiter, il est presque impossible de la retrouver. Et ce serait une crise qu'aucune administration de l'histoire récente des États-Unis n'a, je pense, jamais affrontée. Oui. Eh bien, d'excellents arguments. Et maintenant nous entrons, Patrick. Si nous pouvions commencer par la guerre régionale dans laquelle l'Iran est désormais fortement engagé. Ce n'est pas seulement qu'il ferme le détroit d'Ormuz, mais hier soir, alors que je préparais l'émission, il a été rapporté que l'Iran et le Hezbollah menaient une frappe conjointe et coordonnée contre Israël. Le Hezbollah vient d'annoncer une nouvelle opération, appelée, je crois, Opération Paille dévorée. Et selon certains rapports, et je vais simplement décrire ce qui se passait hier soir, environ 50% du barrage a atteint ses cibles. Le Hezbollah a déclaré avoir frappé des installations militaires à l'intérieur d'Israël, en particulier dans le nord. Alors, Patrick, quelle est ta réaction face au fait que cela se soit transformé en guerre régionale? Et où en est-on exactement? Car il y a eu bien sûr une censure massive concernant les dégâts du côté israélien. Maintenant, il y a des données satellites. Je crois que Planet Labs retarde toutes les publications d'informations d'au moins 2 semaines pour tout ce qui se passe dans le Golfe. Donc, quelles sont tes réflexions à ce sujet et sur la situation réelle?
puisque les États-Unis et Israël visent également des civils, et que l'Iran affirme qu'environ 10 000 sites civils ont été touchés. Oui. Oui, sur la question du Hezbollah. Certaines personnes disent que c'est trop peu, trop tard pour le Hezbollah. Mais je dirais ceci. Cela montre que le Hezbollah est toujours actif. Ils existent toujours. Ils sont encore capables de se battre. Ils peuvent encore organiser une certaine forme de riposte. Ils ont respecté le cessez-le-feu pendant longtemps, mais cela ne leur a rien apporté. Seulement la douleur et la souffrance pour le sud Liban. Parce qu'Israël a un avantage. Et cet avantage, c'est que l'ancien schéma, l'idée que les États-Unis ou leurs alliés s'abstiendraient de viser des zones civiles densément peuplées ou de tuer un grand nombre de civils, ces hypothèses ne sont plus valables lorsqu'on parle de simulation de guerre et de ce type de scénario. Donc les gants sont tombés et personne n'est prêt à intervenir pour les retenir. Donc le Liban, bien qu'on puisse dire qu'il fait partie de la guerre régionale, n'est pas un pays indépendant. Le Liban est sous le contrôle total des États-Unis et d'Israël, à 100%. Ce que cela montre, c'est que pour la première fois, on assiste à un nettoyage ethnique sous la menace de mort par Israël depuis les banlieues de Daïa et du sud de Beyrouth. 100 000 personnes, 100 000, ont été déplacées cette semaine du sud de Beyrouth. Et Israël a également attaqué leur camp sur la plage la nuit dernière. Alors je veux dire, où est l'indignation face à cela? Où sont les sanctions? Où sont les appels à un embargo contre Israël? C'est tout simplement incroyable de voir comment tout cela s'effondre. Donc quand on parle de l'aspect régional de cette situation, pour moi, les deux zones les plus importantes à examiner, enfin 3 en tout, mais 2 en particulier, sont la Turquie et l'Irak. En ce qui concerne la Turquie, nous entrons dans une nouvelle phase entre la Turquie et Israël. Nous avons des menaces explicites de la part de ministres israéliens qualifiant la Turquie de prochain Iran. Donc, quand Israël parle, il faut prêter attention à ce genre de déclaration. La Turquie est désormais présentée peut-être comme un adversaire hostile d'Israël. En tant que membre de l'OTAN, c'est assez intéressant. Nous devons donc nous poser une question, Danny. Si la Turquie frappait des installations militaires, menait une attaque ciblée ou même assassinait l'un des dirigeants israéliens, penses-tu que les États-Unis ou un pays européen interviendrait pour condamner Israël pour cela? La réponse est peut-être pas dans le climat politique actuel. Alors, qu'est-ce que cela te dit? Cela montre que nous avons désormais le potentiel d'une grande instabilité dans la région. Et puis, avec l'Irak, les États-Unis ont franchi une ligne rouge cette semaine. Ils ont attaqué une base du PMU en Irak. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'Israël ou des États-Unis qui l'ont réellement frappé, mais les premiers rapports indiquaient que les États-Unis avaient visé cette base. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il y a une fatwa de l'ayatollah al-Sistani en Irak qui est à l'échelle régionale l'une des 3 voix les plus puissantes. Et s'il appelle à la mobilisation, qu'il présente désormais comme un acte de solidarité, selon lequel tout le monde doit manifester un soutien collectif à l'Iran dans cette lutte contre l'impérialisme occidental et contre Israël, alors c'est un changement majeur. Vous avez également le principal dignitaire sunnite d'Irak qui émet une sorte de fatwa, reconnaissant qu'il s'agit désormais d'un défi pour l'ensemble du monde islamique, que l'Iran doit être défendu et que l'agression américaine doit être combattue. Cela me paraît significatif, car pour mener une action sérieuse contre la République islamique d'Iran, l'espace aérien et le territoire irakien, y compris le GRK, le Kurdistan irakien, sont essentiels. Sinon, l'opération devient extrêmement complexe. Les États du Golfe ont affirmé qu'ils allaient fermer leur espace aérien et ne pas autoriser son utilisation pour des survols.
L'Arabie saoudite avait fait une déclaration forte avant ce conflit, mais elle ne l'a absolument pas respectée. Les preuves suggèrent qu'Israël et les États-Unis ont tous deux utilisé l'espace aérien saoudien dans le cadre de leurs opérations. Il faut donc garder un œil attentif sur l'Irak, car il pourrait très facilement être entraîné dans une sorte de guerre civile irakienne liée au Kurdistan. Voire même sur le territoire iranien si la CIA décidait d'activer ses combattants kurdes iraniens. Des rapports indiquent qu'ils menacent de les utiliser pour envahir la région kurde de l'ouest de l'Iran. Mais le Pakistan joue également un rôle très important dans ce conflit régional. Le Pakistan est d'une importance capitale. On assiste à d'immenses manifestations de rue au Pakistan en solidarité avec l'Iran. Ce n'est pas surprenant, cela ne devrait surprendre personne. Mais cela signifie qu'il va y avoir une certaine pression à la hausse sur le système politique pakistanais pour peut-être s'orienter un peu vers Téhéran dans son propre intérêt. Même l'Inde n'a fait aucune déclaration très claire ni exprimée de soutien à Israël dans ce conflit. Cela montre que l'Inde perçoit elle aussi le danger et le risque potentiel de la situation en termes de stabilité régionale et de ses propres intérêts en matière d'approvisionnement énergétique. C'est donc très intéressant du côté est de cette affaire. Donc je pense que d'un point de vue régional, la situation est encore en train de se dessiner. Et nous ne parlons même pas encore du Yémen, ni de ce que le Yémen pourrait faire en matière de mobilisation contre Israël ou les forces américaines dans la région. D'ailleurs, la dernière chose que je dirais, la soupape de sécurité du Golfe Persique, c'est le système d'oléoduc que l'Arabie saoudite utilise pour expédier depuis la mer Rouge, contournant ainsi le Golfe Persique. Cela pourrait très facilement être perturbé par les Yéménites s'ils le décidaient. Les États-Unis peuvent-ils gérer tout cela? Israël peut-il gérer une guerre sur 5 fronts? Peut-être pas. Nous verrons bien. Mais ce sont là toutes les choses que j'observe. Oui, je veux dire, Alexander, c'est un vaste aperçu de la situation régionale. Que penses-tu de cette explosion d'une guerre régionale, qui comporte tant d'éléments, mais dont nous voyons chaque jour les conséquences se dérouler? Est-ce déjà hors de contrôle? Et tu sais, l'Iran a exposé ses conditions, ce qu'il veut. Je crois que le président en a 3. Je ne sais pas si tu les as vus. Oui, je les ai vus. Et tu pourrais en parler un peu, dans le contexte de sa stratégie qui est en train d'être mise en œuvre. Nous en avons parlé avant l'émission. L'Iran fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, et nous en voyons maintenant les résultats. Yes. And now we see the results of it. I don't think the situation is out of control. Je ne pense pas que la situation soit hors de contrôle. Ce que nous voyons, c'est en réalité une stratégie que l'Iran a élaborée avant la guerre. Une stratégie qu'ils avaient d'ailleurs annoncée à l'avance. Donc tout ce que nous avons observé n'est pas une situation qui échappe à tout contrôle. Cela peut nous sembler ainsi à nous en Occident, mais c'est en fait la mise en œuvre d'une stratégie préparée et annoncée à Téhéran avant le début de ce conflit. Le problème, c'est que les gens n'écoutaient pas. Et dans bien des cas, je pense qu'ils croyaient beaucoup trop à leur propre propagande. Donc, tout d'abord, ils ont supposé qu'il y avait beaucoup de rhétorique sur la faiblesse de l'Iran, sur la faiblesse du gouvernement là-bas, sur le fait qu'il était devenu plus faible que jamais depuis la révolution de 1969, que l'Iran était un château de cartes, qu'il suffisait de souffler dessus pour que tout s'effondre. Finalement, cette propagande a commencé à influencer certaines décisions qui ont été prises, évidemment, aux États-Unis et en Israël, et, d'ailleurs, dans tout l'Occident, car tous les gouvernements occidentaux, dans une certaine mesure, ont été impliqués dans cette affaire. Et il en va de même pour le Hezbollah. Nous parlions du Hezbollah. À mon avis, et vous savez, je ne suis pas un expert en la matière, mais je pense qu'il était tout à fait raisonnable
que le Hezbollah se retienne pendant les premiers jours. Ce que le Hezbollah devait faire, c'était essentiellement contenir une offensive terrestre israélienne, ce qu'il semble réussir à faire, puis lancer ses propres attaques de roquettes contre Israël, une fois que la défense aérienne israélienne aurait été épuisée par les frappes de drones et de missiles iraniens. Le Hezbollah ne dispose pas du même type de stock de missiles avancés que l'Iran. C'est une milice, pas un État. Il est donc tout à fait logique que le Hezbollah se soit retenu jusqu'à présent. Et encore une fois, je soupçonne que tout cela a été coordonné. Mais nous avons eu toute cette rhétorique, toute cette propagande qui circulait après les événements de 2024, selon laquelle le Hezbollah était faible, qu'il avait été durement touché, qu'il ne pouvait pas résister, que l'organisation était au bord de l'effondrement, que la milice se désagrégeait, qu'elle ne serait pas capable de remplacer Nasrallah, son ancien chef. Et maintenant, nous voyons que c'est pleinement en jeu, pleinement présent, et que cela fonctionne également. Ainsi, encore une fois, les gens à Washington et en Israël se sont laissés emporter par une grande partie de la propagande et de la rhétorique qu'ils diffusaient. Ils ont fini par y croire bien trop eux-mêmes. Et maintenant, bien sûr, ils se heurtent à la réalité. Ils ont été pris au piège. Ce que nous voyons n'est pas tant une situation qui échappe à tout contrôle. C'est plutôt une situation où un camp a un plan qu'il met en œuvre et l'autre non, parce que son plan a échoué et qu'il essaye maintenant désespérément d'en trouver un autre, de comprendre ce qu'il va faire dans une situation qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter. Oui, et Patrick, quand tu as mentionné le Yémen tout à l'heure, je me suis dit, ces derniers jours, depuis que la fermeture du détroit d'Ormuz a vraiment pris de l'ampleur, que la raison pour laquelle les Houthis à Sanaa ne sont pas encore intervenus, c'est qu'ils attendent, en réalité, que la crise devienne si grave, que dès que des parties hostiles ou des navires qui leur sont associés tenteront d'y faire passer du pétrole ou du fret commercial, ils le fermeront. Et cela ne ferait qu'aggraver la crise. Ensuite, nous avons entendu l'Iran dire que si l'on essayait de trouver une autre route pour leur pétrole, ou si l'on tentait une escalade autour du détroit d'Ormuz, un autre détroit serait fermé. Et je me suis demandé, parle-t-il ici du Bab el-Mandeb? Bref, quelles sont tes dernières réflexions à ce sujet avant que nous passions au dernier segment? Oui, bien sûr, ce serait problématique pour les États-Unis. Ils auraient soi-disant vaincu le Yémen au printemps dernier, mais peut-être que non. Ils devraient donc essentiellement combattre sur plusieurs fronts. Et je crois que les rapports indiquent que les États-Unis sont très affaiblis en matière de défense aérienne, d'intercepteurs et de munitions de précision. C'est pourquoi des B-52 sont chargés sur des bases aériennes britanniques, des B-52 et des B-2 américains, pour des bombardements lourds à haute altitude et des bombes anti-bunker, et ainsi de suite en Iran. Donc pour moi, c'est la dernière étape, la vague finale. Il leur faudra beaucoup de temps pour se réapprovisionner et reconstituer leur stock. En réalité, si l'on considère un autre grand problème auquel les États-Unis sont confrontés, les rapports en provenance de Corée du Sud indiquant qu'ils démantèlent certains des systèmes THAAD restants pour les redéployer au Moyen-Orient, je supposerais que c'est très probablement pour la protection d'Israël. Et cela montre que tout le système de protection américain, eh bien, on peut désormais voir qu'il s'agit d'un véritable système de racket. La posture américaine dans le Pacifique est un racket de protection, car si elle visait réellement à contrer la Corée du Nord, ce qui est l'objectif déclaré des États-Unis pour justifier le maintien de leurs forces en Corée du Sud et au Japon, ce serait soi-disant pour contrer le dictateur fou Kim Jong-un et sa menace nucléaire.
Si c'était le cas, ils ne seraient pas en train de démanteler les systèmes THAAD en Corée du Sud. Donc tout le monde le sait maintenant. Et c'est la même chose avec le Golfe. Si l'objectif était de protéger les pays arabes du Golfe, alors ils ont complètement échoué à cet égard. Ils ont attiré le feu sur tous ces pays du Golfe en hébergeant des bases américaines à chaque position autour du Golfe Persique. Et ce que je souligne aussi, c'est que si c'était pour protéger les pays arabes ou le pétrole, il est clair que les États-Unis n'y ont aucun intérêt. Sinon, ils ne se seraient pas engagés sur cette voie aventureuse il y a 3 semaines. Ce que cela montre, c'est que si l'on observe comment les forces américaines sont activées sur ces bases, ainsi que les moyens navals déployés, non seulement dans l'océan Indien, à Diego Garcia, à Djibouti, en mer Rouge et en Méditerranée orientale, on constate que les preuves sont là, les éléments sont réunis, les Task Force 1, 2, 3 et 4, toutes ont été activées dans un seul but. En Irak également, ainsi que sur les bases en Syrie et en Jordanie, pour un seul et unique objectif, défendre Israël, établir un périmètre de défense, une enveloppe de protection pour l'État d'Israël. C'est ce que font les États-Unis. Ils ne se contentent pas de projeter leur puissance. Les États-Unis ont sacrifié leur présence dans le Golfe Persique au profit d'Israël. Il n'y a pas d'autre façon de le voir car cela n'a aucun sens, d'un point de vue impérial américain, qu'ils compromettent et sacrifient tout cet investissement, toutes ces bases, cette division du travail mise en place dans la région. Pourquoi permettrait-il que tout cela soit réduit à néant? Cela n'a aucun sens, à moins que cela ne concerne pas les intérêts américains. Ou peut-être que c'était le cas, mais désormais, les intérêts d'Israël ont orienté la prise de décision politique des États-Unis en matière de politique militaire et étrangère dans cette situation. Et je pense qu'il est très difficile de soutenir que ce n'est pas le cas. En fait, je ne crois pas que quiconque puisse avancer un argument cohérent pour dire le contraire. C'est donc l'autre chose que cette situation a révélée. C'est extrêmement intéressant. Et la dernière chose que je dirais sur la vision d'ensemble, Danny, et cela rejoint en quelque sorte ce qu'Alexander évoquait il y a quelques minutes, c'est que les plans qui étaient en préparation pour cette région, si l'on regarde la situation au Liban, l'influence du Hezbollah, celle de l'Iran, lorsque la sale guerre en Syrie a été déclenchée en 2011, ils s'attendaient pleinement. Et cela ressort des déclarations de membres de l'administration Obama, de la communauté du renseignement et des reportages de l'époque que j'ai suivis de très près. Ayant couvert ce conflit et ayant également été sur le terrain en Syrie pendant la guerre lorsque je travaillais comme journaliste là-bas, ils avaient pleinement l'intention de voir le drapeau noir flotter au-dessus de Damas en 2013. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Quand le drapeau noir a-t-il réellement fini par flotter au-dessus de Damas? En décembre 2024. Cela fait plus d'une décennie de retard sur le calendrier. Ne croyez pas un instant qu'ils ne s'attendaient pas à l'effondrement de la Syrie. Ce qui a également retardé cela, c'est l'intervention de la Russie à l'automne 2015. Cela a encore davantage entravé l'Occident et l'OTAN dans cette sale guerre visant à provoquer l'effondrement. Et Israël, évidemment, joue un rôle majeur. En réalité, c'est la force principale dans la déstabilisation de la Syrie aux côtés des États-Unis. Ils s'attendaient pleinement à le faire 10 ans plus tôt. Que s'est-il passé pendant cette période de 10 ans? L'Iran a développé son programme de missiles, plusieurs générations de drones et de missiles, son programme spatial, ses satellites, ses systèmes propriétaires. Tout cela a été mis au point au cours de cette décennie. Comme l'a si bien dit Robert Burns, les plans les mieux conçus des hommes et des souris. Et c'est pourquoi les choses ne se déroulent pas comme prévu en ce moment pour les États-Unis et pour Israël.
Nous vivons un scénario très différent de celui qui se serait produit en 2015. C'est ainsi que je le perçois d'un point de vue historique. Oui, d'excellents points. Et dans le segment de clôture, Alexander, je voulais aborder le rôle de la Russie et de la Chine ici. Car bien sûr, les médias grand public occidentaux en ont beaucoup parlé récemment, puisque la guerre a pris, selon moi, une direction très surprenante pour les États-Unis et leurs alliés. Al Jazeera a écrit sur la manière dont la Russie et la Chine ont aidé l'Iran à comprendre le champ de bataille, car il y a eu des rapports dans les médias occidentaux affirmant que la Russie fournissait des renseignements. Des responsables américains disent aux médias occidentaux que c'est bien ce qu'ils font. Aider l'Iran à obtenir des informations précises sur l'emplacement des navires de guerre, des avions et d'autres ressources dans la région. Et puis il y a eu ce rapport, Alexander, avec toutes les informations concernant le détroit d'Ormuz. Permettez-moi de préciser cela. Il y a des rapports indiquant qu'un volume record de pétrole est exporté par l'Iran à travers ce détroit et qu'il va essentiellement tout entier vers la Chine. Je ne sais pas si c'est exact à 100%, mais la majeure partie semble effectivement aller en Chine. Je suis donc curieux, Alexander, si vous pouviez parler du rôle de la Russie et de la Chine dans cette guerre, leur position et la manière dont vous avez vu la situation évoluer. Sous certains aspects, c'est un sujet difficile, car si les Russes et les Chinois participent d'une manière ou d'une autre à l'assistance militaire de l'Iran, cette aide est fournie de manière très discrète, de façon à pouvoir être niée. Il y a donc beaucoup de spéculations selon lesquelles les Chinois et les Russes apporteraient à l'Iran un soutien en matière de renseignement, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Iraniens parviennent à garder une longueur d'avance, savoir où se trouvent les bases américaines, où sont situées les installations américaines. J'ai même vu une déclaration qui pourrait provenir d'un responsable militaire iranien. J'emploie le mot « pourrait » parce qu'il circule énormément de fausses informations. Si ce rapport est exact, et je pense qu'il l'est probablement, il aurait affirmé que les Iraniens savent exactement où se trouvent les Américains, en Méditerranée, dans la mer d'Arabie, sur terre, partout. Ils disposent d'informations sur le nombre de troupes présentes dans les différentes bases du Moyen-Orient. Si les Iraniens possèdent un tel niveau de connaissance du champ de bataille, il est difficile d'y croire, compte tenu des limites de l'Iran. Ce n'est pas une superpuissance. Il est donc peu probable que l'Iran puisse recueillir ce type d'informations par lui-même. Il les reçoit probablement, dans une certaine mesure, de la Chine et de la Russie. Les Chinois, sans aucun doute, ils ont été très actifs ces dernières semaines en publiant toutes sortes de photos satellites très intéressantes des bases américaines à travers le Moyen-Orient. On pourrait presque dire qu'il s'agit de renseignements gratuits, accessibles au public, fournis aux Iraniens. Voilà pour cela. Mais laissons cela de côté. Je pense qu'il y a un autre facteur crucial, à savoir que l'Iran n'est pas seul. Le simple fait que deux grandes puissances, la Chine, la plus grande puissance industrielle du monde, une superpuissance économique à tous égards, et aussi une superpuissance militaire, déclarent qu'elles soutiennent l'Iran, et que la Russie, un pays moins puissant, mais néanmoins une grande puissance disposant de forces redoutables non loin de l'Iran, partage une voie d'accès potentielle vers l'Iran par la mer Caspienne, et soutient également l'Iran, est significatif. Le fait que ces pays soient prêts à prendre la parole pour l'Iran, à affirmer qu'il s'agit d'une guerre d'agression contre l'Iran et qu'ils soient capables de lui apporter une aide économique, tout cela fait une énorme différence. Parce que si vous êtes dans une position comme celle de l'Iran, sur le plan psychologique, il est très important
de ne pas avoir à affronter une superpuissance comme les États-Unis seuls. Maintenant, supposons que cette guerre se poursuive, qu'elle devienne prolongée, qu'elle se transforme en une guerre d'usure à long terme, et que nous assistions à une activité militaire constante et à des crises dans tout le Moyen-Orient. Dans une telle situation, compte tenu de la position déjà adoptée par les Russes et les Chinois, je pense qu'il est très difficile d'imaginer qu'ils ne commenceraient pas à fournir à l'Iran une aide militaire plus ouverte. En d'autres termes, une aide en matière de missiles, de pièces de rechange, d'autres types d'armes, de drones, de fabrication de drones et ce genre de choses. Et la raison pour laquelle les Chinois et les Russes feraient cela n'est pas seulement que plus l'Iran continue de se battre, plus il devient important de le soutenir, mais aussi parce que, exactement comme pendant la guerre du Vietnam, les Chinois et les Russes, agissant dans leur propre intérêt, comprendront que c'est ainsi qu'ils peuvent obtenir un levier sur les États-Unis. Nous avons discuté précisément de ce point dans une émission que nous avons faite ensemble il y a quelques semaines, et il me semble que la logique de cela, le calcul de cela, est encore plus forte aujourd'hui, maintenant que la guerre est en cours, qu'elle ne l'était lorsque nous en avons parlé. Oui, Patrick, la même question pour vous. Quelles sont vos observations sur cette évolution qui, à mon avis, a été minimisée par les grands médias occidentaux? Des rapports faisant état d'une aide en matière de renseignement de la part de la Russie, et bien sûr d'une aide économique, et même de discussions sur un soutien similaire à l'Iran. Oh, désolé, votre micro est coupé. Attendez. Oui, tout d'abord sur la question du renseignement, je pense que tout ce qui concerne les Émirats arabes unis, Bahreïn, et plus particulièrement le Qatar, je dirais, et ça vient simplement de ma propre expérience, ce que j'ai appris lorsque j'étais dans le Golfe, en y travaillant, en le visitant et en parlant aujourd'hui avec des personnes de la région, en réfléchissant à ce qui s'est passé au cours des, disons, 3 dernières semaines, c'est que l'Iran dispose de réseaux de renseignement impressionnants aux Émirats arabes unis et surtout à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Qatar, peut-être un peu moins dans le royaume d'Arabie saoudite, mais ce n'est pas très éloigné de l'Iran. Et le nombre de ressortissants iraniens, et quand je dis ressortissants iraniens, je ne parle pas seulement, vous savez, de travailleurs de service. Ce sont des personnes occupant des postes de direction, des chefs d'entreprise, voire des milliardaires, basés dans le Golfe. Elles disposent d'un réseau de renseignement impressionnant. L'erreur que les États-Unis ont commise au fil des ans, c'est de leur permettre d'opérer assez librement dans un endroit comme Dubaï. C'est un peu la Suisse du Moyen-Orient. Je suppose donc que l'Iran connaît l'emplacement exact de chaque station de la CIA, de chaque base de renseignement israélienne ou autre, dans des lieux comme les Émirats, Bahreïn et le Qatar. En matière de ciblage et de renseignement, on peut probablement dire que l'Iran dispose de capacités très solides dans cette région. Donc oui, il est possible qu'ils reçoivent une certaine aide de la Russie ou de la Chine. On pouvait en apprendre beaucoup, comme tu l'as dit, Danny, rien qu'à partir des images satellites accessibles au public, qui ne le sont plus pour les raisons que tu as mentionnées. C'est donc le premier point. Sur l'autre plan, je dirais qu'historiquement, il faut se souvenir de quelque chose à propos de l'Iran. C'est différent de la Syrie dans le sens où les Iraniens ont cette méfiance historique envers les puissances étrangères, y compris l'Union soviétique. Cela a des racines profondes, cela remonte très loin. La Syrie, elle, n'avait pas de telles réserves car elle coopère depuis très longtemps à certains niveaux politiquement et peut-être militairement avec la Russie. Il y a donc là beaucoup d'histoires et de recoupements d'intérêts.
Ce n'est pas le cas avec l'Iran. C'est très différent. Sur le plan économique, en ce qui concerne le commerce avec la Chine et toute coopération dans ce domaine, ils ont beaucoup à y gagner, et la Chine aussi. C'est mutuellement bénéfique. La Russie a fait de nombreuses propositions, de nombreuses ouvertures sur le plan militaire. Mais ce qu'il faut comprendre à propos des Iraniens, c'est qu'ils sont farouchement souverains, farouchement indépendants, et qu'ils le sont depuis très longtemps. Cela les distingue dans la région de nombreux autres pays qui, à des degrés divers, sont historiquement passés sous l'influence des États-Unis ou de l'Empire britannique. Le Pakistan en étant un parfait exemple. C'est pourquoi on n'a pas vu ce genre de surcoordination, si l'on peut dire. Ils pourraient certainement bénéficier de la protection russe ou d'une zone d'exclusion aérienne imposée par la Russie ou de quelque chose de ce genre, comme la Syrie en a bénéficié. Mais si cela ne s'est pas produit, c'est parce que politiquement, la situation est très différente avec les Iraniens. Ils sont très fiers de leur indépendance, très fiers de leur souveraineté, obstinément même, et beaucoup de critiques diraient qu'ils le sont peut-être un peu trop à certains égards. Ce facteur est donc présent en arrière-plan, et je pense que cela pourrait aussi expliquer une certaine appréhension de la part des dirigeants et des responsables politiques iraniens à s'engager plus directement, d'un point de vue opérationnel, dans ce type d'alliance militaire avec des pays comme la Russie et la Chine. Oui, et Alexander, l'Iran a déclaré, même très récemment en plein milieu de cette guerre, qu'il ne dépendait d'aucun autre pays sur le plan militaire. Tout simplement pas. En même temps, cependant, compte tenu de ce qui s'est déjà passé dans cette guerre, je suppose qu'il va y avoir d'énormes conséquences mondiales qui, bien sûr, commencent déjà à se dessiner. Mais je suis curieux. À ce stade du conflit, comment voyez-vous le monde déjà en train de changer? Dans quelle direction et à quoi cela ressemble-t-il, sachant que nous parlons désormais des deux autres grandes puissances mondiales, la Russie et la Chine? Eh bien, je pense que ce qui va se passer, c'est exactement ce que la guerre en Ukraine a provoqué. Cela va renforcer la coopération entre les deux autres grandes puissances, la Chine et la Russie. Je veux dire, les États-Unis viennent de commettre un acte d'agression manifeste, une guerre d'agression ouverte contre l'Iran, qui est un ami de ces deux pays. Et ils vont se dire, eh bien, nous avons une superpuissance, les États-Unis, qui ne respectent aucune règle, mènent des guerres agressives et sèment le chaos dans le système international. Nous devons approfondir nos relations et renforcer notre alliance de facto. Parce que bien sûr, si nous ne le faisons pas, nous serons les prochains. Donc je pense que cela va accélérer la division que nous voyons déjà dans le monde. Mais en ce qui concerne les conséquences géopolitiques immédiates, cela dépend beaucoup de la manière dont cette guerre se termine. Si les États-Unis parviennent à revendiquer une sorte de victoire convaincante en Iran, s'ils brisent le blocus d'Ormuz, provoquent un changement de régime ou même un effondrement en Iran, alors cela sera perçu comme un renforcement de la position mondiale des États-Unis, au moins pour un temps. À l'inverse, s'ils perdent, s'ils subissent une défaite au Moyen-Orient, l'effet géopolitique en sera tout simplement immense. Il sera alors très difficile de contester que les États-Unis connaissent une forme de déclin relatif en tant que superpuissance. S'ils se révèlent incapables de vaincre l'Iran, et d'ailleurs, s'ils se sont montrés incapables de le faire, alors ils n'auront aucune perspective d'intervenir avec succès militairement en Ukraine. Je veux dire, toutes ces discussions sur des garanties pour les forces européennes en Ukraine, sur des zones d'exclusion aérienne dont certains parlent encore, tout cela s'effondre. S'ils ne peuvent pas écraser l'Iran, ils n'ont aucune chance en Ukraine face à la Russie. Je dis juste.
Mais si cela se produit, alors tout le paysage politique du Moyen-Orient change et le paysage mondial tout entier change aussi. Le contrôle des routes pétrolières et d'autres choses de ce genre change également. Et ensuite, je pense que même aux États-Unis, on commencera probablement à voir une profonde remise en question de la politique étrangère. Ceux qui prônent la retenue vont être renforcés. Ce serait une catastrophe géopolitique bien plus grande pour les États-Unis que ne l'a jamais été l'échec en Irak. Oui, eh bien la même question pour toi, Patrick. Comment as-tu vu le monde changer ou comment le vois-tu évoluer compte tenu de l'état actuel de cette guerre? Eh bien, de bien des manières, trop nombreuses pour être toutes mentionnées. Mais le dernier point soulevé par Alexander, je pense, est particulièrement poignant. Cela pourrait être perçu comme encore plus profond que la guerre en Irak, et le fiasco désormais reconnu comme tel, et l'Afghanistan d'ailleurs. Et la raison en est simple. La différence entre ces conflits précédents et la situation actuelle, c'est que l'Iran a mis fin à une hypothèse et à la grande ligne rouge, selon laquelle les États-Unis n'ont jamais attaqué un pays capable de riposter. Cela a toujours été une ligne rouge pour l'armée américaine. Toute la doctrine, toute la posture durant leur moment unipolaire reposait sur la réaction rapide, les opérations chirurgicales, les interventions limitées, le choc et l'effroi. Mais cela n'avait jamais pris en compte un pays capable de riposter de manière réellement significative. Et l'Iran est le premier de l'histoire à le faire, non seulement contre les États-Unis, mais aussi à attaquer Israël de façon marquante et à lui infliger une véritable douleur. Israël est une superpuissance régionale à part entière. D'un point de vue militaire, c'est la superpuissance de la région. Les États-Unis, eux, sont la superpuissance militaire mondiale. L'Iran s'en prend donc aux deux. Le revers de la médaille, c'est que les États-Unis ont également dans l'histoire montré qu'ils se réservent le droit de déployer une force écrasante lorsqu'ils estiment être en train de perdre. Cela pourrait se manifester de différentes manières. Le nivellement de Pyongyang pendant la guerre de Corée, le bombardement incendiaire de Dresde, Hiroshima et Nagasaki, que ce soit par des armes nucléaires tactiques ou stratégiques, ou encore l'opération Rolling Thunder sous Lyndon Baines Johnson et Richard Nixon. Voilà le côté sombre de tout cela. La pression politique aux États-Unis, combinée à la pression politique israélienne, serait-elle suffisante pour mettre un terme à ce conflit en abattant le marteau des marteaux et en envoyant un message retentissant, non seulement aux Iraniens, mais au monde entier? Et cela entraînerait, je pense, je ne sais pas où nous en serions dans la conversation mondiale à ce moment-là. Nous entrerions certainement dans une nouvelle ère où tout serait remis en question sur de nombreux plans. Tenter d'anticiper une troisième guerre mondiale, le changement de l'ordre mondial, et ainsi de suite. L'effondrement économique qui coïnciderait avec cela, et qui coïncide déjà avec cela en ce moment même, alors que nous parlons, ajoute une autre dimension. Il reste donc encore des inconnus quant à ce qui pourrait potentiellement se produire. Et bien sûr, j'aimerais que cela n'arrive pas, et que tout cela reste contenu dans un cadre conventionnel. Si cela reste dans le cadre d'une guerre conventionnelle, je pense que les États-Unis seront perdants, tout simplement parce que l'ensemble de la région et même leurs anciens alliés ont déjà commencé à réévaluer leurs relations avec les États-Unis et la nature de ce système de protection que l'Amérique a mis en place. Et puis les accords d'Abraham sont morts. Les accords d'Abraham sont morts. Ils ne reviendront jamais. On pourrait faire venir un groupe de violonistes funéraires pour les accords d'Abraham maintenant. C'est fini. Ce sont donc déjà des conséquences profondes. La question est de savoir comment Israël et les États-Unis vont réagir face à la défaite
ou à une défaite potentielle. C'est encore une question ouverte. Oui, eh bien, peut-être que je peux avoir vos derniers commentaires à tous les deux sur tout ce dont nous n'avons pas encore parlé. Mais à ce propos, l'un de nos téléspectateurs demandait « L'Iran peut-il arrêter Israël si Israël tente l'option Samson ?» C'est une question qui préoccupe clairement nos téléspectateurs ici, et c'est certainement dans l'esprit, je pense, de beaucoup d'entre nous qui analysons la situation et voyons comment nous en arrivons à un point où les guerres deviennent, pour les États-Unis, pour l'Empire, pour Israël et pour tous ceux qui suivent également les États-Unis, extrêmement dangereuses. C'est ce dont nous parlons tous depuis une dizaine d'années environ. Mais, Alexander, un dernier mot? Et ensuite, Patrick, un dernier mot avant de conclure. Patrick a tout à fait raison. Je veux dire, les enjeux pour les États-Unis sont aujourd'hui énormes. Les États-Unis ont pu se retirer du Vietnam et ils ont pu se retirer d'Irak. Leur position mondiale en a été ébranlée, mais pas fondamentalement compromise ou détruite. Ici, c'est complètement différent. Si les États-Unis subissent une défaite face à l'Iran, à un moment où ils sentent que l'équilibre du pouvoir économique se déplace également à leur désavantage, et qu'ils subissent cette défaite au Moyen-Orient, alors il s'agit d'une véritable crise géopolitique. Je veux dire, rien, absolument rien ne pourrait la remplacer. Et bien sûr, pour Israël, c'est une crise encore plus grave. Je veux dire, Patrick parlait de cet ensemble de bases et d'installations qui avaient été créées autour d'Israël pour le protéger. Si nous nous retrouvons dans une situation où tout cela est remis en question, où potentiellement les États-Unis se retirent, ce qui n'est pas une possibilité impossible ou farfelue en cas de défaite américaine, eh bien, où cela laisse-t-il exactement Israël? Et comment Israël, à ce moment-là, réagit-il à un environnement de sécurité locale profondément différent de celui qu'il a connu au cours des 30 dernières années environ? Pour Israël, c'est donc un point critique, un moment de crise également. Et compte tenu de certaines opinions que nous avons entendues exprimées par des personnes en Israël, il est très très difficile et très inquiétant de savoir comment il pourrait réagir. Oui, Patrick, un dernier mot avant que nous terminions. Oui, et pour compléter ce qu'Alexander a dit, si les États-Unis devaient se retirer de leur position dans le Golfe Persique, ses principales bases situées autour de l'arc du Golfe et également en Irak, je pense qu'ils disposent d'une installation importante en Turquie, une base aérienne. Mais l'Iran pourrait aussi étendre son périmètre de ciblage, et cela pourrait inclure Djibouti. Cela pourrait inclure Diego Garcia, qui se trouve bien dans la portée des missiles intermédiaires. L'Iran a la capacité de frapper Diego Garcia, même s'il ne l'a pas encore fait. Et Chypre aussi. On ne peut pas ignorer le fait que Chypre constitue une issue de secours importante pour les Israéliens, mais c'est également une grande station d'écoute régionale pour le GCHQ et la NSA. Israël coordonne et triangule avec Chypre en matière de renseignements d'origine électromagnétique, et ainsi de suite. Donc, tout cela est interconnecté avec les systèmes d'écoute, de communication avancée, de détection et de surveillance d'Israël. Cela fait partie d'un réseau auquel participent l'AF à Krotiri et la base américaine à Chypre. Mais si ce conflit s'étend à Djibouti ou à certaines de ses autres installations, peut-être que les États-Unis pourraient aussi gérer cela à distance. Cela dit, c'est une région très différente une fois qu'on sort du Golfe Persique. Ensuite, il y a la possibilité que des États arabes indépendants s'unissent. Je veux dire, personnellement, si cela devient une guerre d'usure, si l'on parle de quelques années,
Cela pourrait simplement se traduire par des vagues successives d'attaques menées par les États-Unis et Israël. Cela pourrait simplement se rallumer tous les 6 mois. Cela pourrait durer des années. Cela pourrait même aboutir à une invasion terrestre américaine d'ici quelques années, ou quelque chose de ce genre. Mais si cela se produit, si les États du Golfe parviennent encore à survivre et à rester viables, ils auront une vision très très différente de l'architecture de sécurité de la région, à tel point que l'on pourrait même voir l'Arabie saoudite ou certains autres États du Golfe juger prudent pour leur propre survie de soutenir les PMU en Irak comme une sorte de rempart prévisible et stable contre certains de ces problèmes. Cela peut sembler fou aujourd'hui, mais ils ont déjà soutenu tous les djihadistes et les éléments de type ISIS pour servir les intérêts occidentaux et israéliens. Ils ont mené une guerre contre le Yémen à la demande des États-Unis pendant de nombreuses années. Et cela ne s'est pas très bien terminé pour les États du Golfe. Ils pourraient donc aussi changer certaines choses, peut-être certains de leurs intérêts, les projets qu'ils poursuivent et les personnes qu'ils soutiennent également. Cela aurait un impact profond dans l'ensemble et rendrait certainement la vie beaucoup plus inconfortable pour les États-Unis. C'est donc une possibilité. Mais ce ne sont, encore une fois, que quelques-unes des éventualités qui pourraient se présenter à l'avenir. Oui, eh bien, messieurs, nous devrons nous retrouver très bientôt. C'était une excellente émission. Je veux m'assurer que tout le monde sache que vos travaux respectifs sont indiqués dans la description de la vidéo. Alexander, ta chaîne YouTube, et la chaîne YouTube de The Duran, et Patrick, ton Substack, et la chaîne YouTube de 21st Century Wire. Je veux m'assurer que tout le monde clique sur le bouton j'aime avant de partir. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu aujourd'hui. J'apprécie vraiment votre présence à tous. Merci à tous ceux qui ont fait des super chats et aussi à ceux qui n'ont pas pu. Je tiens également à remercier tous les modérateurs, bien sûr. Nous allons partir d'ici ensemble. Tout le monde, appuyez sur le bouton j'aime avant de partir. Cela aide à faire entendre les voix d'Alexander et de Patrick. Vous pouvez découvrir leur travail dans la description de la vidéo et tous les endroits qui soutiennent cette chaîne y sont également répertoriés. Je vous retrouve demain à 10h, heure de la côte Est, avec le professeur Jiang Sui-Ching. Alors rejoignez-moi à ce moment-là. 10h, heure de la côte Est, le 13 mars. Très bien, à demain. Au revoir. Voilà.